Bonjour, 25e séance de lecture donc des Yoga Sutras de Patanjali. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fin du 3e chapitre. Dans les épisodes précédents, nous avons commencé à aborder le 3e chapitre à travers les transformations du mental par la connaissance et aussi par le travail sur les samskaras. C'est la précédente, toute dernière vidéo avant celle-ci. Les samskaras, ces empreintes du passé enfouies quelque part dans notre mémoire qui parfois rejaillissent et parfois non, mais en tout cas qui entravent le fait que l'esprit puisse être totalement libre et atteindre le samadhi, cet état de résorption intérieure. Aujourd'hui, nous parlerons du samyama, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite de la psyché. Nous verrons quel pouvoir elle permet de développer et quels effets elle a sur le corps et la psyché. Et aussi comment le rapport au temps s'en trouve profondément modifié. C'est la partie nouvelle, un petit peu différente. Et ce sont des notions qui sont assez complexes, et en tout cas difficiles à appréhender et également du coup à expliquer, trouver les mots pour le dire. Pour essayer de mieux rendre le sujet, je vais faire appel à une illustration. Récemment, la NASA a dévoilé 5 images en provenance du télescope James Webb, lancé dans l'espace depuis la Guyane à bord d'une fusée Ariane en fin 2021, lancé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et ces images qui viennent de nous être révélées montrent l'existence de galaxies situées à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'elles sont apparues, ce que montrent ces images serait apparu tout de suite après le Big Bang, lequel est donné comme l'instant de la création de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. En tout cas, c'est ce que nous ont dit de manière très vulgarisée, pour le grand public, les physiciens à propos de ces 5 images. Alors pour eux, c'est une mine de renseignements, d'informations qu'ils vont analyser, étudier. Pour nous, c'est vertigineux, difficilement concevable. Comment peut-on, alors qu'on est là, à l'instant présent, en juillet 2022, sur Terre, regarder dans un télescope des images qui datent de 13 milliards d'années ? Alors que le système solaire n'existait pas encore, bien sûr, ni le système solaire, ni les galaxies, ni presque rien du tout. J'ai choisi cette image, cette illustration, peut-être un peu extrapolée, mais parce qu'il me semble que dans le 3e chapitre, le développement des pouvoirs du yogi, qui a fait son chemin, induit que l'esprit humain, sans autre support que sa propre force, que ses propres capacités, que sa propre énergie, serait capable de connaître cet instant, ce point, cette condensation à l'extrême, réduit à un passé futur condensé en un point unique. Ce qui, évidemment, modifie considérablement notre rapport au temps. Alors, notre rapport au temps, il est codifié, il est socialisé.
C'est un code créé par l'espèce humaine pour se repérer dans le temps, de même que le mètre étalon est un code aussi, une convenance pour se mettre d'accord sur d'un point à un autre, il y a un mètre. Mais d'ailleurs, tout le monde n'utilise pas le mètre. Les Anglais utilisent toujours le yard. Et avant le mètre, il y avait des pouces et des pieds. Voilà, tout ça ne sont que des représentations, des codifications. Néanmoins, on est déjà à la naissance, on est déjà baigné là-dedans, puisque on nous nourrit toutes les X heures, etc. Mais qui dit que ce temps est notre temps biologique, d'aucuns chercheurs ont démontré que ce n'était peut-être pas ainsi que ce serait le meilleur pour la biologie humaine. Ben voilà. Bon, donc, en tout cas, cette notion d'instant, ce point kshana, est difficile justement à concevoir à cause de ça, à cause de nos conditionnements et de nos représentations du temps qui est en plus linéaire. Hein, on a un passé, un présent, un futur. Là, non, il n'y a plus. Il y a plus, alors on peut dire qu'il n'y a plus que le présent, mais c'est même pas ça, parce que enfin, voilà, c'est difficile à concevoir. Et on peut dire aussi que de ce fait, on pourrait s'ouvrir à une autre dimension, une autre façon de penser l'éternité. Les Asiatiques disent que l'éternité, c'est l'instant, quand nous, on pense que l'éternité, c'est demain. Vous voyez, tout ça est très relatif, en fait. Alors, pour reprendre le cheminement, on va revenir un petit peu en arrière dans ce grand saut vers la condensation complète. Dans le précédent enregistrement, j'avais parlé de ce phénomène de contraction du temps, mais ponctuellement par l'intermédiaire des samskaras, ces empreintes du passé, donc juste le temps de les ramener au présent pour les faire disparaître ou se transformer. C'est déjà une approche. Hein, comment de souvenirs ou de traces de traces refoulées, on arrive à les faire ressurgir pour tout à coup les réintroduire dans l'histoire immédiate. Je vous renvoie à l'enregistrement si ça vous intéresse. Dans la vidéo précédente encore, 23, on a parlé des différentes transformations de l'esprit et des différents modes de connaissance. Donc on a exploré la connaissance par l'effet de miroir, c'était le premier chapitre principalement, où on se voit, on se reconnaît tout de suite dans la chose qui est devant nous et je crois que j'avais cité, on voit une goutte de pluie et on en déduit qu'il pleut. Ensuite, on avait la connaissance par coloration ou par identification. Donc, on pourrait dire par métonymie, c'est-à-dire qu'une chose ressemble à une autre et du coup nous fait comprendre ce que nous cherchions à savoir. Le troisième chapitre, lui, fait exclusivement référence à cette totale maîtrise forgée à l'intérieur de soi, le samyama. Yama contrôle, sam tout, on contrôle tout, grâce à la triade dharana, dhyana, samadhi. La concentration, la méditation et puis l'enstase, la résorption intérieure. Ce samyama a des effets et notamment peuvent survenir de nombreux pouvoirs qui sont dévoilés tout au long du chapitre. Il y a je ne sais combien de sutras qui, un par un, listent tous les pouvoirs acquis grâce au samyama. Je vais en citer pour moi, les plus pas importants, mais les plus éclairants. Alors le premier, c'est la connaissance du passé et du futur, justement, ce qu'on disait à l'instant. Mais il y a aussi l'acquisition d'une perception affinée
des facultés d'écoute, de toucher, de vision, de goût, d'odorat beaucoup plus subtiles, qui renverrait plutôt au pratyahara, qui est juste avant la concentration. Pratyahara, c'est la fin du deuxième chapitre, retour en soi-même, le retrait des sens. J'ai consacré aussi un enregistrement et aussi un exercice de pleine conscience sur cette question de retrait des sens. Ensuite, on fait allusion au passage du corps grossier au corps subtil. Donc, ce corps grossier qui est fait de nourriture, qui est mortel, et qui est matériel et mortel, qui est soumis à la souffrance, et qui nous conduit par un certain nombre de techniques à un corps plus subtil, un corps d'énergie ou un corps imaginal du yogi. D'où les techniques développées ultérieurement et notamment les chakras. Là aussi, j'ai anticipé puisque j'ai consacré quelques enregistrements aux chakras avec exercice aussi. Après les pouvoirs viennent les conquêtes. Les conquêtes, alors les conquêtes, c'est finalement l'aboutissement de l'utilisation des pouvoirs. La grande libération et la perfection du corps. Le corps devient parfait grâce à tous ses pouvoirs. La vitesse du mental, donc là, c'est très important apparemment d'avoir une rapidité d'esprit. Et le contrôle des organes des sens, là on vient d'en parler également, les indriyas, le contrôle des sens. Puis même grâce à la vitesse du mental, alors là c'est plus dans notre sujet, une perception indépendante du lien au corps qui annonce la connaissance dans la simultanéité. Pardon. Donc, hors de la continuité du temps. Le point. Tout cela, pourquoi faire? Pour atteindre la conquête, c'est aussi une conquête du pradhana. Pradhana, c'est la matière originelle, la matrice en quelque sorte, et ces trois gunas, ces trois composants, ces trois énergies créatrices. Et il est dit que ces accomplissements ont le goût de miel, en forme de nectar, d'immortalité. Alors, quand on est là, proche de la maîtrise de ce pradhana, de cette conquête du pradhana, tout va se jouer à ce moment-là, à partir de ce moment-là, lorsque la bouddhi, je vous ai parlé souvent de la bouddhi, cette intelligence d'éveil qui est finalement le dernier niveau de l'être humain, ayant passé les stades d'essence, le raisonnement, la conscience, le moi-je, arrive dans cet état d'utilisation de sa bouddhi, cette intelligence d'éveil, qui va elle aussi se résorber dans la matrice originelle, mais elle se résorbe pas sans rien, elle se résorbe en étant le réceptacle du reflet de la lumière du Purusha. Le Purusha, vous savez, la conscience pure. Et elle aura rejoint, pour reprendre l'illustration, peut-être ce point lumineux qui n'est ni maintenant, ni à des milliards d'années-lumière, qui est quasi impossible à percevoir, sauf peut-être dans la vibration du Om, notamment, ça c'est dit aussi dans les Yoga Sutras, comment le Om, A-U-M, c'est A-U et le M devient muet, qui devient Om, M, muet, donc et qui s'efface dans la vibration ou dans la poussière d'étoiles, pour prendre notre illustration. Ce point n'est donc ni dans la simultanéité, vraiment, ni dans la succession de deux instants, car deux instants ne peuvent coexister, ni s'assembler, ni se suivre.
le présent est donc un seul instant. Vyasa, cité par Aliette de Grasse, l'instant qui le précède, ce qui le suit, n'existe pas. C'est pourquoi il n'y a aucun assemblage. C'est pourquoi on est réduit au point. Là aussi, un exemple pour éclairer le propos, un exemple une petite histoire que nous a racontée Aliette de Grasse la dernière fois où nous sommes vus, l'histoire du peintre à qui un empereur avait demandé de peindre le monde. Le monde. Il s'y est attelé jour après jour, pendant des jours, des semaines, je ne sais pas, des années peut-être. Et puis l'empereur venait régulièrement le voir en lui demandant est-ce que c'est fini, quand est-ce qu'on aura l'œuvre. Puis un jour, l'empereur revient, regarde la toile, ne voit pas le peintre, il le cherche et en fait, le peintre a disparu. Et l'empereur comprend qu'il s'est résorbé dans sa toile. À force de vouloir peindre le tout, il est devenu le tout. On ne peut pas peindre le tout, représenter le tout, sans en être soi-même altéré. Alors, la prakriti, pour reprendre le cheminement philosophique, la prakriti, la matière, travaille pour le purusha qui ne fait rien. C'est cette prakriti qui manifeste les petits purushas que sont les êtres humains. On a rejoint cette matrice, cette matière, avant de s'y fondre, enfin, quand la bouddhie s'y fond, mais la prakriti a créé l'être humain et ses petits purusha, c'est-à-dire qu'on a une parcelle du purusha en nous et c'est probablement parce qu'on a cette parcelle que on a une espèce d'appel pour rejoindre cette conscience, ce témoin, ce voyant. Et la prakriti se fait voir, elle se manifeste, donc c'est tout ce qui est visible en fait. Mais justement, le visible va petit à petit s'effacer pour faire émerger le voyant dans sa vraie nature. Donc la bouddhie s'est résorbée dans la prakriti, dans le pradhana, la prakriti, et petit à petit va faire une traversée pour aller rejoindre le voyant dans sa vraie nature. Alors, c'était tout au début de mes enregistrements, le premier, deuxième, troisième enregistrement. Ce sont les deuxième et troisième sutras du livre. Donc, tout au début, les choses sont posées. Yoga, chitti, vritta, nirvana. Le yoga est le contrôle des activités de l'esprit. Tada tarashto, soit svarupa, alors le voyant s'établit dans sa vraie nature. Le voyant, la pure conscience, la pleine conscience, la lumière, et tout était déjà là, déjà dit, mais le chemin pour y aller est long. Et on est bien là au cœur du yoga, car il s'agit d'une expérience. Ce n'est pas un concept métaphysique, si, c'est un concept métaphysique, mais l'idée, c'est d'expérimenter comment modifier notre perception pour accueillir cet œil magique, je ne sais plus où j'ai lu l'expression, comment tisser quelque chose à l'extérieur de soi au niveau du souffle. Cela respire en moi, cela avec un C majuscule, bien sûr, et utiliser cette connaissance pour traverser, se libérer des gunas, sortir de l'expérience. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'on se sert de notre matière, on se sert de notre esprit, on se sert de notre expérimentation pour sortir de l'expérience et rejoindre l'autonomie du purusha, la parfaite lumière. C'est quand même un peu mystérieux, tout ça. Bon. On apprend.
On apprend, on comprend en apprenant, on apprend en comprenant et en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. La prochaine fois, je voudrais développer un peu plus les déclinaisons de ces différents pouvoirs, ces conquêtes indiquées là dans ce chapitre. Car dans les Yoga Sutras, il y a un cheminement, c'est sûr, hein, mais il n'y a pas beaucoup de techniques. Alors c'est sûr, on dit il y a l'assise, il y a le pranayama, le travail du souffle, l'assise, le retrait des sens, la concentration, la méditation, tout ça, ça fait très zen, hein, c'est-à-dire que on s'assoit, on attend et ça vient, quoi. Bon. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est de faire une expérimentation par le corps. Et donc, dans les siècles qui ont suivi ce texte fondateur des Yoga Sutras, eh bien, un certain nombre d'écoles de yoga se sont développées. Et je voulais vous en parler, en particulier le shivaïsme du Cachemire, le tantrisme. Et je voulais vous parler un petit peu de cela la prochaine fois pour nous nous réancrer ici et maintenant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon été et à très bientôt.